Et donc, on a trouvé plus efficace de reprendre vos questions, de les lire, de les synthétiser, de les résumer. Et elles vont maintenant être formulées par Marc Herman. Il n'est pas aussi comique que l'autre, pour autant que l'autre soit vraiment comique. Mais bon, voilà. Et donc Marc Herman, qui est directeur à la direction du milieu forestier au SPW, le SPW étant le Stud public de Wallonie. Voilà. Marc Herman, c'est à vous pour les questions et y répondront donc les intervenants à qui je vais demander de faire aussi des réponses courtes et précises pour qu'on ait le temps d'en examiner le plus possible. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, M. Bévert, pour cette présentation toujours très amicale. Alors, je voudrais tout d'abord profiter du micro pour adresser un tout grand merci à vous, public, qui nous faites la fidélité depuis 8 ans de venir nous rencontrer dans cette journée des rencontres filière bois, et surtout souligner le travail important tout au long de l'année du groupe Rencontres filière bois, qui est constitué d'un bon nombre d'amis et de connaissances qui se dévouent pour pouvoir représenter leur secteur, leur filière, leurs associations. Et chaque année, c'est un petit miracle que de voir ces belles journées qui sont réalisées. Vraiment, je vous demande de les applaudir tous, les uns et les autres. Merci à ce groupe Rencontre Filière Bois. Il y a aussi un homme qui appartient à l'ASBL Bois et Habitat et qui a choisi, à partir de cette fin du mois de mars, de voguer vers d'autres horizons. C'est un homme dont le nom de famille est imprononçable et il s'orthographie très difficilement, mais tout le monde le connaît, il s'appelle Admon. Admon est vraiment une cheville ouvrière qui a œuvré au cours de toutes ces dernières années. C'est un relais essentiel dans l'organisation de ces rencontres. Encore une fois, merci particulièrement à lui. Alors, beaucoup de questions. Il y a une trentaine de fiches qui nous sont parvenues. Et effectivement, il y a des questions plus générales, plus thématiques pour d'autres. Je ferai simplement le rappel que, en fait, ces questions plus ponctuelles peuvent trouver des réponses, premièrement au stand de la filière bois au sein du salon à partir de tout à l'heure, à partir de 13 h. Et également des questions qui concernent plus la forêt, les maladies. Il y a notamment une question sur la maladie du frêne, qui sera un petit peu de notre thème d'aujourd'hui, mais ça concerne bien sûr la ressource. Eh bien, ces questions-là, vous pourrez trouver des réponses, notamment au stand de la DGO3, le département nature et forêt, à un stand tout à fait indiqué lors de ces salons bois et habitat. Il y a aussi quelques suggestions qui sont faites, notamment pourquoi le SPW ne développe-t-il pas mieux la récolte des sous-produits, des abattages le long des routes, des travaux d'entretien, etc. Ce sont des idées qu'on a déjà entendues, mais qui sortent un petit peu du sujet. Mais elles pourront trouver leur écho certainement dans les stands du salon Bois et Habitat. Beaucoup de questions aussi à propos de la ressource. Et ça, c'est effectivement le thème que nous avions choisi cette année. Et cela témoigne vraiment de l'intérêt de ce sujet, puisque beaucoup de questions sont posées, et aussi la vivacité de vous, auditeurs. Une première question qui serait peut-être posée à Manu Defailly, mais que je propose aussi de partager avec Étienne Gérard, qui est directeur des ressources forestières du département nature et forêt, et qui a déjà intervenu dans la petite séquence vidéo. En réalité, plusieurs auditeurs font le constat qu'on vénère vraiment toutes les qualités, tous les intérêts du matériau bois, matériau environnemental, matériau écologique. Comment se fait-il qu'en région wallonne, on arrive à ce constat aujourd'hui d'un tel fossé peut-être entre la ressource et les besoins futurs? Pourquoi faut-il, dans le cadre du code forestier, fixer les surfaces en fonction des besoins qui peuvent apparaître actuellement au début du XXIe siècle, alors que dans 80 ans peut-être, on ne saura pas très bien comment aura évolué la filière et quels seront ses besoins en termes de surface ou de volume? Pourquoi aussi on constate la diminution des forêts résineuses? Est-ce que ce n'est pas aussi simplement l'application du code forestier qui veut protéger davantage notre patrimoine forestier et qui impose de mieux respecter l'adéquation entre une essence déterminée et les conditions dans lesquelles elle va grandir? Et
aussi, on a parlé de beaucoup de possibilités, et notamment dans l'allocution du représentant de Monsieur le ministre, mais quelles sont aussi les possibilités que la sylviculture, donc le traitement des arbres, peut-elle apporter pour ajouter à son, je veux dire, au comblement du fossé que l'on pourrait pressentir entre les besoins de l'industrie ou de la filière et la ressource. Manu, tu ouvres les réponses? Je ne sais pas si ça fonctionne, oui. Alors, sur les premières questions, les deux premières questions, je pense qu'il y a effectivement un commentaire à faire. Je crois que s'il n'est pas véritablement question d'augmenter la superficie forestière pour le moment, je crois que si il est utile de rappeler au pouvoir public tous les avantages que présente la ressource forestière, sa transformation, sa valorisation en Wallonie, c'est essentiellement, je pense, parce que la filière bois ne s'est pas structurée de manière à avoir une communication efficace. Franchement, je crois que les avantages que présentent la forêt et le bois sont des avantages qui sont assez largement sous-estimés parce que ce sont des avantages sur lesquels on n'a pas efficacement communiqué. Je crois qu'il y a véritablement une prise de conscience qui n'a pas encore été complètement réalisée de la part des pouvoirs publics. Alors, la question de la superficie forestière globale dans la Wallonie, pour le moment, la Wallonie ne prévoit pas véritablement d'augmenter la surface forestière. Elle veut garder un potentiel de production agricole, par exemple. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre, il n'y a rien de figé. On peut éventuellement imaginer qu'un jour, les autorités, les pouvoirs publics se disent maintenant, on aurait tout intérêt à augmenter la superficie forestière. C'est une éventualité. La question était effectivement posée dans ces termes-là. Dans l'invitation, vous faites référence au fait que la surface forestière, ou en tout cas le volume de bois, ne pourra pas augmenter. Pourquoi partir de ce constat? Est-ce que c'est inéluctable ou bien réellement pouvons-nous envisager d'autres possibilités? Peut-être Étienne Gérard? Oui, il y avait plusieurs aspects dans la question qui ont été posés. Je voudrais au préalable revenir au niveau de la diminution de la surface propice à l'épicéa qui a été mise en évidence dans l'étude du professeur Rondeux, donc une diminution de 34 000 hectares de paissières. Cette diminution, en fait, est déjà largement entamée par rapport au constat que l'on a fait en début de cette journée d'aujourd'hui. Par rapport à ces 34 000 hectares, il faut dire qu'il y a 31 400 hectares qui concernent l'obligation de respecter le code forestier en ce qui concerne l'adaptation de l'essence à la station, qui est malgré tout une mesure de bonne gestion. C'est normal de planter. Le code forestier insiste bien sur le fait que c'est une obligation pour la plantation, pas pour la régénération naturelle. Donc c'est normal de planter l'épicéa là où il convient, sinon il y a des menaces de toute façon pour l'espèce, compte tenu des phénomènes de changement climatique, des attaques sanitaires, etc. Donc c'est une mesure de bonne gestion. Il n'en demeure pas moins que l'équilibre à retrouver entre surface de feuillus et de résineux, il faut essayer de l'atteindre à tout prix. Donc il faut récupérer des surfaces pour les résineux ailleurs. Donc là, il y a différentes pistes qui ont été d'ailleurs énumérées par Brieux-Kévy, le représentant du ministre Di Antonio, entre autres par rapport à toute une série de surfaces qui font partie intégrante du domaine forestier et qui sont abandonnées. Il y a 13 000 hectares qui sont laissés en fait à elles-mêmes, il y a rien, on laisse évoluer les processus tout à fait naturels, il n'y a aucun acte de gestion. Et en fait, il y a une étude qui a été menée pour savoir quelles étaient les surfaces à l'intérieur de ce domaine un peu abandonné et qui étaient compatibles soit avec le Douglas, soit avec l'épicéa. Et déjà, ça permet de récupérer, en tout cas, à la fois de la surface, mais aussi de la production. En dehors de ça, une autre piste, c'est de transformer des chênaies de mauvaise qualité qui sont situés en dehors de Natura 2000 et qui pourraient convenir tout à fait, par exemple, pour une espèce comme le Douglas. Ça permet de récupérer à la fois de la surface et à la fois de la production. Rien qu'avec ces deux mesures-là, en fait, on récupère
la surface de résineux qui pourrait être perdue. Alors je dirais cerise sur le gâteau, si certains peuplements d'épicéas sont transformés en Douglas, il ne faut pas le faire partout, il ne faut pas faire disparaître l'épicéa, ce n'est pas ça qui est dit ici, on pourra avoir alors à terme, à moyen terme, une augmentation même de la production. Donc ça, c'est une chose. Par rapport à la pression étendre l'ensemble du domaine forestier, ça paraît vraiment compliqué, comme l'a dit Manu Defailly. Effectivement, il y a aussi la pression du monde agricole, hein, donc il faut s'en rendre compte. Et il existe d'ailleurs localement des endroits où il y a en quelque sorte des défrichements qui ne se font pas toujours en pleine légalité. Donc il faut évidemment s'opposer à ce genre de choses, et c'est le Code wallon de l'aménagement du territoire qui permet de respecter ce genre de mesures-là. Merci, M. Gérard. On va peut-être poursuivre parce que je voudrais encore évoquer d'autres questions et revenir maintenant, après l'aspect résineux, sur l'aspect feuillu. Une question tout à fait précise qui s'adresse au directeur de l'Office économique, en tout cas à son groupe de travail. Concrètement, par rapport à la problématique feuillue, où on constate que les forêts feuillues occupent une bonne moitié de la forêt wallonne, mais on a des prix de vente qui sont de plus en plus faibles, on a de moins en moins d'acheteurs potentiels. L'Office économique va prendre le problème à bras-le-corps, mais concrètement, on peut s'attendre à quoi? Le problème du secteur du sciage feuillu est un problème que les pouvoirs publics ont demandé à l'Office de traiter d'urgence. Donc, c'est une des occupations principales, ce fut une des occupations principales de l'Office durant l'année 2012. Une enquête a été réalisée, notamment par François de Neubourg, en collaboration avec la Fédération nationale des scieries. Une enquête a été menée pour cerner le problème. Sur base de cette enquête, un certain nombre de mesures ont été conçues, et ces mesures ont été ensuite validées avec les gens du métier. Une réunion a eu lieu avec toute une série de représentants du sillage feuillu, les gens qui avaient fait l'étude, la fédération, et on a discuté de la pertinence de ces mesures, des effets qu'elles pourraient apporter. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et ces mesures, elles concernaient différents domaines d'activité du scieur. Il y avait l'achat de bois, il y avait les process, donc la valorisation en elle-même, il y avait la commercialisation, enfin il y avait un certain nombre de mesures comme ça. Et les scieurs ont exprimé leurs préférences pour des mesures qui étaient assez liées au problème d'approvisionnement dont on parle aujourd'hui. Donc on est assez bien dans le sujet. Et ces mesures, cette batterie de mesures du groupe approvisionnement que j'ai évoqué, il y avait 3 familles de mesures. La troisième, c'était faciliter l'approvisionnement des scieries. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh bien, ce sont des mesures qui en fait concernent principalement les scieries de feuillus. Merci Manu. Alors une petite question, revenant à l'analyse des images satellitaires, donc de M. De Frépon. On a vu que cette technologie permettait d'appréhender beaucoup plus facilement les surfaces concernées, mais peut-on espérer aller un jour jusqu'à l'arbre et essayer de finalement estimer, jauger, mesurer un arbre depuis le satellite? Je crois que les ingénieurs du domaine spatial y travaillent, donc pour augmenter les résolutions des systèmes. Mais si on les augmente, on augmente les volumes à traiter. Et plus on veut regarder des grandes surfaces à très haute résolution, plus on génère de la donnée. Donc il faut imaginer cela. Alors il y a l'amélioration de la résolution spatiale qui est une chose, il y a aussi l'amélioration de la résolution temporelle qui peut apporter des choses très intéressantes, puisque l'avenir est très proche où on pourra avoir une couverture journalière. Donc de voir les paysages, dont la forêt, pulser d'une autre manière que la regarder une fois de temps en temps. Donc ce suivi permanent permettra des monitorings continus qui ont certainement beaucoup d'intérêt, notamment sur les espaces forestiers. Alors, pour les approches sur les volumes, il y a aussi des technologies qui se développent, en particulier le LIDAR. Oui, donc ça, c'est effectivement des techniques modernes et qui sont de plus en plus déclinées à l'échelle de la particularité forestière, effectivement. Une petite question maintenant concernant François de Neubourg, et en tout cas la thématique qu'il a présentée.
peut-on finalement considérer que la technique du bois modifié thermiquement est un réel avantage par rapport à la pose de biocides ou de produits de protection contre les insectes ou les champignons? Je vais dire que le traitement, donc le bois modifié thermiquement, a certainement certains avantages. Le traitement traditionnel biocide ont encore d'autres avantages également, parce que ce sont malgré tout des traitements qui ont fait leurs preuves dans le temps et qui sont relativement bien maîtrisés par ceux qui les utilisent. Donc les bois modifiés thermiquement, eux, ont encore certaines choses malgré tout à prouver en matière de performance. Et il est vrai qu'on manque singulièrement de recul, ce qui fait que peut-être c'est une des raisons pour lesquelles le marché ne décolle pas à l'heure actuelle. A-t-on aussi une idée un petit peu du prix que ce bois, auquel ce bois pourrait se commercialiser, ou si on compare par rapport à un traitement classique biocide? Oui, donc en fait, bon, je n'ai pas tous les prix en tête, mais par rapport à des produits comme le bardage ou le bois de terrasse, les bois modifiés thermiquement sont tout à fait concurrentiels par rapport d'abord aux essences exotiques, et sont tout à fait concurrentiels par rapport à des bois traités par des traitements traditionnels. Merci beaucoup. Alors, Philippe Corgier, vous avez, dans votre présentation tout à fait synthétique et passionnante également, stipulé que finalement, dans votre réflexion, l'aspect énergétique était peut-être le cœur du problème, en tout cas de votre industrie. J'ai envie de vous dire, et le bois, et alors, l'approvisionnement, est-ce que réellement ça pose un souci pour vous, nonobstant les distances peut-être d'approvisionnement, mais y a-t-il d'autres sources d'inquiétude à propos de l'approvisionnement matière? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Cet approvisionnement aujourd'hui, il est de 150 km en moyenne autour du site, mais tend à s'agrandir. C'est-à-dire qu'il est clair que les années passant, nous devons aller chercher plus loin cette ressource matière. On est sur un sous-produit de feuillu, on n'est pas sur du résineux comme on a parlé tout à l'heure. Et ça impacte automatiquement le coût d'achat et au bout du compte, le coût de production de la cellulose. Aujourd'hui, on doit faire face à un marché mondialisé. C'est une commodité, la cellulose. Et ce marché mondialisé nous présente une concurrence qui vient d'Amérique latine, souvent avec des forêts intégrées d'eucalyptus. Et nos coûts de production, eh bien, aujourd'hui, sont supérieurs à des coûts que l'on peut trouver en Amérique latine. Par chance, si j'ose dire, la distance entre l'Amérique latine et l'Europe, quelque part, nous protège, quelque part, on peut. Mais néanmoins, l'augmentation de la distance moyenne d'approvisionnement autour du site impacte négativement le coût de production que nous observons. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, une question aussi qui pourrait être partagée par nos deux représentants de l'industrie wallonne, justement, Burgo et puis Spanolux, mais je vais peut-être me tourner plutôt vers Geoffroy Collin pour la réponse. Vous dites que dans vos process, il est possible de recycler beaucoup de produits. Mais qu'en est-il réellement d'un panneau qui aurait, bien sûr, qui contient toujours une certaine quantité d'autres composants que le bois, hein, on pense bien sûr à des cols et autres lacs qui auraient pu être posés dessus. Comment est-ce qu'on peut, au niveau industriel, gérer cette problématique du recyclage? Est-il possible de l'inclure de nouveau dans le process de fabrication de nouveaux panneaux? Alors, comme je l'ai dit, à Vielsalm, on fait du MDF, donc nous, on a toujours besoin de fibres neuves, donc on n'a pas de possibilité de recyclage. Le recyclage est plutôt au niveau du panneau de particules. Là, il y a une possibilité tout à fait de faire du recyclage. Mais c'est comme on l'a expliqué par rapport à nos fibres neuves ou à notre parc à bois où on va trier les matières pour les doser, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que chaque catégorie de produits, en fonction de parlons clairement, de sa pollution, sera utilisé en matière ou en énergie jusqu'à une certaine limite. Et donc il y a tout à fait des tris qui sont réalisés déjà maintenant. Monsieur Boens, dans le film, parlait qu'il y avait peu de démarches de classe B. Alors c'est pas forcément clair, mais la classe B n'existe pas en Wallonie, mais en tout cas ce sont des bois qui sont, on va dire, pollués effectivement par des peintures ou d'autres éléments. Il faut effectivement des installations spécifiques pour pouvoir utiliser efficacement ces bois pollués. Le contenu énergétique est quand même dedans et il y a une utilisation possible jusqu'à une certaine limite.
en Flandre, le Spano Group dispose d'une cogénération basée sur ce type de produit. Et la première étape est effectivement un triage et un classement des matières qui était effectivement important. Au niveau MDF, on doit utiliser la fibre neuve. On n'a pas encore beaucoup de recyclage. Sinon, le recyclage possible de nos propres fibres. Mais là aussi, ça a une limite. Merci beaucoup. Alors, une petite question sur le bâtiment multi-étages qui nous est arrivé en disant est-ce que c'est une utopie en Wallonie ou bien ça pourrait être une réalité? Est-ce que Gaëtan pourrait nous éclairer un petit peu sur son point de vue ou... Je pense que c'est déjà une réalité en Wallonie. On a déjà travaillé, nous, chez Mobic, sur des bâtiments de maximum, actuellement on va jusqu'à maximum 4 étages. Maintenant, aller plus haut, ça devient difficile et ce n'est pas non plus, en termes de stabilité, je veux dire, mais également en termes de coût, parce que là, on va avoir besoin évidemment d'une matière première beaucoup plus importante et donc ce sera plus non plus très, très compétitif par rapport à d'autres systèmes constructifs. Merci beaucoup pour la concision de votre réponse. La question destinée à Hugues Frère vous sera posée par la radio, les moyens médiatiques actuels. Il y a quand même encore une question qui nous était arrivée et suggérée par d'autres membres du groupe également, relative à l'intervention de M. Gus Verhagen. On connaît aujourd'hui le développement que l'industrie métallurgique a apporté à l'Europe, hein, et en Belgique en particulier. On connaît aujourd'hui, malheureusement, toutes les difficultés qu'elle rencontre. Pourrions-nous espérer que le bois ou la filière bois devienne d'ici 2050 un des fleurons de l'industrie européenne? Vous voulez dire en niveau européen ou... Disons que ce soit vraiment une image, ou que l'industrie de la filière bois, au sens large, remplace progressivement l'image et l'activité que l'industrie sidérurgique a apportée au cours des 100 dernières années en Wallonie et en Europe. Ouais, si je dois parler que l'industrie, je crois, pense que c'est possible, oui. On a fait les objectifs pour l'an 2030. Alors, ce sont des objectifs ambitieux, mais on a fait les objectifs qui sont réalisables. Alors, on peut les réaliser, c'est possible, mais il y a quelques points qu'on doit encore améliorer en Europe pour que ça soit être possible que l'industrie augmente au triple. J'ai dit la construction bois, l'objectif c'est le tripler en 2030 rapport à 2010. Ça veut dire qu'on a besoin de plus de matériel et de capacité, mais aussi il y a une autre chose très importante, c'est augmenter l'utilisation du bois. Et dans la construction, par exemple, nous avons besoin d'avoir des standardisations, normalisations favorables du bois. C'est déjà dit par M. Defailly aussi, on a besoin de plus de communication. La perception des gens, du public, de l'utilisation à bois n'est pas toujours favorable à utiliser ce matériel. Si on parle des bâtiments multi-stores, multi-étages, on voit que dans des différents pays, dans des différentes régions, dans un même pays, il y a des différentes réglementations sur l'auteur, par exemple, de l'usage du bois. C'est possible de construire un bâtiment de 20 étages complètement en bois. Techniquement, c'est possible, mais la perception publique ne croit pas toujours que c'est possible ou on dira que c'est qu'on peut le faire concernant les normalisations qu'il y a.
Mais moi, je crois que oui, c'est possible. La matière du bois est là en Europe. On a un surplus en Europe. Je ne dis pas en Wallonie. En Europe, il y a un surplus du bois. Il pousse plus qu'on exploite. Mais je ne vais pas dire qu'en Wallonie, seulement si on regarde la région, qu'on peut changer ça immédiatement. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Votre réponse fait effectivement aussi référence à d'autres journées des rencontres filière bois dans lesquelles nous avions évoqué aussi cette problématique de la ressource, de l'approvisionnement. Il y a 2 ans, nous avions passé en revue les 6 continents, les 6 filières. Et c'est clair, comme cela a été dit dans différentes interventions ce matin, on ne peut pas se permettre de regarder uniquement son nombril, entre guillemets, de Wallonie. On doit nécessairement s'inscrire dans une démarche beaucoup plus transfrontalière. Ça commence par nos voisins européens directs. Et c'est clair que nous avons certainement à regarder aussi au niveau de la mondialisation. Alors, merci en tout cas pour vos questions d'une part et les réponses des différents orateurs. Il y a un appel qui a été lancé par un ami ici présent ce matin qui signe son petit mot de maître des chênes et il demande à Buffalo Bill s'il s'ennuie, ne peut-il pas venir réduire les populations de cerfs et de sangliers qui concurrencent aussi la ressource. Voilà, sur ces mots-là, je repasse la parole à Eric Bévert pour les conclusions de la matinée. Merci à vous. Bien. Bien, ben merci. Ces conclusions vont tenir en quelques merci. Merci d'abord de vos questions, qui étaient nombreuses. J'espère qu'elles ont bien été résumées. Vous pourrez, si vous avez été un peu frustré, les poser aux intervenants lors du lunch. Merci aux intervenants de ce matin. Merci donc à tous les intervenants de la matinée. Rien que des hommes, si vous avez remarqué. Est-ce que la filière bois serait-elle machiste ? Il y a quand même quelques dames dans la salle. Moi, je lance un petit défi pour l'an prochain, que les 9e rencontres accueillent une oratrice. Alors, pas une présentatrice à ma place, ça c'est trop facile, il y en a trop sur le marché. Une oratrice qui vient tenir un exposé technique et scientifique, ça doit être possible, je viendrai vérifier l'an prochain. Personnellement, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette journée et à la passer ici. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens passionnés et passionnants. Un petit mot à propos de Michel Lecomte. J'ai dit qu'il était en Macédoine pour le match de football. Malheureusement, ce n'est pas là qu'il est. Il vient de m'envoyer un petit SMS parce que je lui ai demandé si c'était bien en Macédoine qu'il était. Il me répond, je suis à Budapest pour une réunion de l'Eurovision. C'est beaucoup moins drôle, dit-il. Voilà. Il aurait préféré être ici, je crois. Je dois encore vous signaler qu'il y aura des publications de certains exposés ou bien des suites à ces rencontres sur le site internet de certains des organismes participants. Merci donc encore de votre présence à tous. Merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui ont mis sur pied ces rencontres de la filière bois. À propos du lunch qui va suivre, vous avez vu que le couloir est un peu long, donc ne vous jetez pas sur les premiers sandwichs. On a mis les meilleurs au bout. Donc, c'est pour vous encourager à aller vers le fond. Et puis, enfin et surtout, l'essentiel, bonne chance au Diable Rouge ce soir. Un match à suivre sur la RTBF. Direct à 20h30 sur la 1, résumé dans le 12 minutes, bien sûr. À ce soir, bon appétit.